Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, nous recevons un guitariste français connu partout dans le monde. Il a fait des concerts dans 120 pays, 1500 concerts, il en est à une dizaine d'albums. Je vous présente Thibaut Covin. Merci d'être avec nous, Thibaut. Merci à vous. Avec votre guitare, pour la première fois dans cette émission. Eh bien oui, pour un guitariste, c'est bien. C'est une guitare particulière, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais on va aussi, bien sûr, parler de votre livre, parce que vous venez nous présenter votre autobiographie, malgré votre jeune âge, puisque vous n'avez pas encore 40 ans, me semble-t-il. Donc, votre autobiographie à cordes et à cœur, aux éditions du Rocher, où vous racontez un peu votre ascension fulgurante, un rêve d'enfant. Vous êtes vraiment né sous une bonne étoile. Je disais 1500 concerts dans 120 pays, 10 albums, 36 prix internationaux. Ça donne le tournis, tout ça à 37 ans ? Oui, j'ai de la chance et j'ai de la chance aussi d'avoir cette passion que j'ai héritée de mon père Votre père est guitariste aussi. Ouais, donc ça c'est vraiment une transmission directe. Oui, et d'un tout à fait naturel et d'une intensité rare. Cet instrument est ma vie. Je ne peux pas imaginer quelle aurait été ma vie sans. Votre première guitare, vous l'avez eue à 4 ans, c'est ça ? Oui, même avant, mais c'était même pas vraiment la mienne. Enfin, c'était tellement omniprésent. Mon père jouait tout le temps, du matin au soir. La guitare était là, elle faisait partie de la maison. Elle chantait du matin au soir et moi je commençais. J'ai même pas vraiment de souvenirs tellement c'était omniprésent. C'était vraiment tout le temps là. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous écrivez « c'est ma langue paternelle ». Oui. La guitare. J'ai vraiment ce même rapport comme un petit garçon, une petite fille qui naît en France. On apprend le français, mais quand on est enfant, on ne réalise pas. On ne connaît pas Molière, on ne connaît pas l'histoire de France, on ne connaît pas Napoléon, on ne connaît pas les poètes, Rimbaud. On ne connaît rien de tout ça. On ne sait même pas si on aime ou si on n'aime pas le français. En fait, c'est là, on parle français. Et moi, c'était pareil avec la guitare. C'était là, omniprésent, agréable. Et puis j'ai commencé à jouer, pensant que tout le monde était guitariste. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. En autodidacte, donc vous avez commencé à... Oui, accompagné par mon père, qui lui a été très adroit. Jamais il a imposé un travail sérieux, discipline. C'était très doux, c'était très poétique, très amusant. Il arrivait à transformer ce travail, parce qu'il y a un côté quand même assez laborieux. Jouer d'un instrument classique, demande un dévouement très grand, beaucoup de temps passé. Et pour un petit enfant, c'est compliqué de passer des heures assis avec un instrument dans les bras. Et mon père a réussi à avoir ce talent de faire que tout ça devait être un jeu, devait être amusant, avec des challenges, des défis, et tout était toujours agréable. Une passion transmise aussi à votre frère ? Tout à fait. Mon frère également a reçu... également guitariste ? Oui, tout à fait. Après, on a grandi différemment. Aujourd'hui, lui est compositeur. On est très complémentaires. Il m'écrit beaucoup de musique. Lui aime être dans l'ombre, alors que moi, au contraire, j'aime faire rayonner les notes qu'il compose. Donc, voilà, depuis quelques temps, on se rapproche énormément et c'est très agréable. Donc, peut-être bientôt quelque chose ensemble ? Oui, déjà, il y a eu plusieurs choses que lui m'écrit. Moi, je vais le voir avec des idées, des rêves, des références, des rêves que lui réalise et transcende, et il me renvoie des partitions, puis je lui fais un retour. Il y a un jeu un peu de ping-pong jusqu'à temps qu'on crée notre propre musique, et on le fait de plus en plus, et c'est vraiment passionnant. Oui. Quand vous parlez de rêves, c'est-à-dire, vous avez des rêves musicaux ? Oui, complètement. Soit ça vient de rencontres que j'ai pu faire, ou d'émerveillements que j'ai pu avoir en marchant dans une rue, ou des flashs que je peux avoir, ou alors des musiques que j'ai pu entendre. Mais souvent, ça vient malgré tout souvent du hasard, soit dans un lieu. Et ça peut même être des inspirations aussi qui ne sont pas du tout musicales. Ça peut être des inspirations artistiques autres, visuelles surtout. Je suis assez sensible à ça. Mais ça peut même être une discussion avec quelqu'un. Et puis ensuite, ça reste là dans ma tête. Parfois en scooter dans les rues de Paris, j'y repense à nouveau. Et puis des choses commencent à se dessiner de manière un peu plus marquée.
Et puis ensuite, je vais voir mon frère avec des idées qui peuvent parfois être complètement incohérentes, décousues, avec des références de tous bords. Ça peut être une image, ça peut être une bande-son d'une musique électronique, ça peut être un bruit, ça peut être une peinture. Et puis ensuite, il y a des choses un peu plus mathématiques, disons. Ça peut être aussi la durée du morceau, la vitesse du morceau, la carrure. Et ensuite, on entre dans des choses plus techniques. Mais voilà, au départ, ça vient d'un flash que après parfois reste en moi, qui se transforme en une histoire. Et puis après, j'essaye que cette histoire ait un sens. Et je la transmets à mon frère pour que lui la transcende. Pas encore de paroles sur ces histoires ? Non. C'est vrai que j'aime... J'ai grandi avec la guitare, qui était un instrument qui invitait à rêver, justement, qui avait un côté très onirique, qui racontait des histoires sans mots. Et avec ce livre, c'est la première fois que j'adore les mots, j'adore parler, j'adore discuter avec des amis pendant des heures, j'adore rencontrer des inconnus et puis échanger. Mais j'ai jamais expérimenté, ou en tout cas c'est très récent que j'expérimente un moyen d'expression à travers les mots. J'ai écrit un spectacle autour d'un compositeur cubain qui s'appelle Léo Brauer, qui est un musicien fabuleux et qui a une vie étonnante. Et j'ai écrit un spectacle un peu hybride entre musique et théâtre, où je raconte beaucoup. La moitié du spectacle, en termes de quantité, est écrite, donc. Et là, voilà, c'était ma première expérience réellement avec la danse des mots. Et puis là, de manière beaucoup plus intense encore, en écrivant, parce que c'est encore plus fort d'écrire que de dire, je crois. Enfin, je trouve. Mais c'est peut-être une prochaine étape ? Peut-être. Oui, peut-être. La jonction des deux. Oui, ben, ça a été un peu le cas avec ce spectacle, oui, avec ce spectacle. Voilà, où je parle. Mais après, chanter, albums, c'est encore un autre... C'est autre chose. C'est autre chose. En plus, je chante faux, je chante mal, je crois. J'ai jamais vraiment essayé, donc peut-être je serais surpris. Prendre des cours. Mais, comme pour tout, il faut du travail, parce qu'il a fallu beaucoup de travail quand même pour en arriver là. Oui, énormément. Vous avez fait que ça, même si c'est un jeu, on en parlera, mais à un point presque de folie. Ado, je ne vivais que pour ça, je faisais que ça du matin au soir, je ne pensais qu'à ça. Chaque minute de chaque journée devait être destinée à la guitare, et autrement c'était une perte de temps totale. Mais très souvent ça n'avait pas de sens. Je pouvais prendre la guitare pour 2 minutes parce que j'avais pour gagner du temps. Combien de temps par jour jouez-vous à la guitare ? Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus peut-être un peu moins calme, aujourd'hui, mais quand entre mes 12 ans et mes 20 ans, je travaillais 8 heures par jour. 8 heures par jour. Et ensuite, j'avais découvert parce que j'étais très organisé, donc je notais tout. J'avais toujours un chronomètre, qui est un instrument de travail des musiciens, et le métronome, pardon, instrument de travail des musiciens, et un chronomètre. Et le chronomètre me permettait de pouvoir contrôler le maximum de choses, et notamment le temps, qui était la valeur, et qui est encore la valeur peut-être la plus forte pour moi. Et j'avais expérimenté qu'en se chronométrant, quand on disait qu'on faisait 6 heures de guitare, en fait, on ne faisait pas réellement 6 heures, parce qu'on va boire un verre d'eau, on reçoit un coup de téléphone, on va prendre l'air. Mais ce que j'avais donc élaboré, c'était à chaque fois que je m'assois et que je commence à jouer, j'enclenche le chronomètre, et quand je me lève pour aller boire un verre d'eau, je l'éteins. Et donc pour faire 6 heures au chronomètre, ça prend en fait 8 heures, 9 heures, 10 heures toute la journée. Et donc je devais faire ça tous les jours. Donc le lundi soir, en me couchant, je notais 6 heures. Le mardi, 6 heures. Le mercredi, 5 heures. J'avais 1 heure de retard que je devais impérativement rattraper avant le dimanche. Et parfois j'arrivais très organisé. Ouais. Ouais. Très organisé. Ce qui explique aussi le succès. Vos premiers concerts à 18 ans. Oui, les premières grandes tours, même les premiers concerts avant. En fait, ce qui me plaisait, c'était... Ça aussi, ça a été... mes parents ont instauré ça, enfin, avec le moteur de mon père, mais que le concert soit aussi dans notre quotidien. Quand des amis venaient dîner, je jouais un morceau. Quand mes grands-parents étaient là, je leur jouais une petite musique de 3 minutes, etc. Et donc, c'était finalement comme un concert. Et j'ai ce même sentiment aujourd'hui quand je peux jouer dans les plus grandes salles du monde. En fait, ça me fait exactement la même sensation que quand j'avais 13 ans et que je pouvais jouer pour mon grand-père et ma grand-mère. Et ce côté naturel encore. Vous nous montrez un petit côté naturel. Alors, c'est une guitare
de Jean-Luc Joie. Exactement. Si je ne m'abuse, qui est votre luthier. Qui est, Attitré, racontez-nous un petit peu. Il porte un très joli nom, Joie, la oui, joie. Tout à fait. Et ça, cet instrument en procure beaucoup. C'est un des plus grands luthiers au monde qui se trouve, par chance pour moi, habiter à Bordeaux et avoir été... Vous êtes bordelais. Voilà. Et être l'ami de mon père depuis de longue date. Et donc je l'ai rencontré tout jeune et j'ai pu jouer avec ces instruments depuis ado. Et c'est un instrument fabuleux qui arrive à lier la dimension performance et le côté magique un peu inexplicable. Et c'est très rare parce que bien souvent les instruments qui ont une âme ou quelque chose d'un peu inexplicable, c'est dû au fait qu'ils ont des défauts. Et donc du coup, ils ne sont pas toujours très performants. Et en contrepartie, les instruments qui sont extrêmement performants, ils ne sont pas toujours très... je ne sais pas comment dire, il n'y a pas vraiment de mots, mais magiques. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a le côté... c'est comme si on était un pilote de Formule 1, dans une Formule 1 qui est un bijou d'expertise. Et en même temps, il y a le charme de la vieille voiture de collection. Et ça, c'est rare. Très joli. C'est quel morceau? C'est une composition justement de Leo Brouwer, ce compositeur cubain fabuleux, et qui a écrit des choses sublimes, dont des Estudios Sencillos, qui sont en français études simples. C'est des petites pièces très courtes qui durent entre 30 secondes et 2 minutes, et qui sont sublimes, qui ont changé l'histoire de la guitare. Il les a écrites tout au long de sa vie. La première, il avait 16 ans. La dernière, elle m'est dédiée pour mon plus grand bonheur. Il avait 81 ans. Et voilà, comme un journal intime, ces musiques l'ont accompagné. Et le spectacle que j'ai écrit est autour de ces pièces. Et je l'ai déjà joué quelques fois, je vais le jouer encore beaucoup. C'est un peu en marge. Et j'espère le faire à nouveau à Paris. Et l'année prochaine, il y aura une quinzaine de rendez-vous dans des petits théâtres très intimes de différentes villes de France. Qu'est-ce que vous préférez interpréter ? Là, vous parliez de ce compositeur cubain, mais vous aimez aussi Albéniz. Enfin, il y a d'autres, il y a vraiment des complètement musiciens classiques, même si le répertoire n'est pas très large pour la guitare. Il est moins important que pour le piano ou le violon, mais il est malgré tout immense. Et il y a aussi énormément de transcriptions, donc des pièces qui ne sont pas écrites pour la guitare, mais qui fonctionnent à merveille. Donc finalement, il faudrait plusieurs vies pour tout jouer. Ce que j'aime, c'est la diversité, c'est les contrastes, un peu comme dans la vie d'ailleurs. Donc je peux aimer jouer de la musique ancienne, de la musique écrite pour guitare, des transcriptions. Je peux aimer jouer de la musique écrite aujourd'hui. Je peux aimer la musique qui a des consonances d'autres styles, notamment de voyage, qui est une chose très importante dans ma vie. Et puis aussi d'autres influences. Mon dernier disque était consacré aux musiques de cinéma. Et je me suis amusé en partie avec mon frère et 2 autres compositeurs que j'aime beaucoup, Kevin Sedicki et Gianni Caserotto. Ensemble, on a remanié quelques grands thèmes du cinéma et on a poursuivi la composition, un peu comme si les personnages continuaient à vivre après le mot fin. Et j'ai connecté cette guitare classique, qui peut donc permettre de jouer des notes de Bach ou d'Albéniz ou de Scarlatti, à des pédales d'effet de guitare électrique. Et du coup, ça a donné tout un nouveau monde et de nouvelles possibilités. Et voilà, donc j'adore les contrastes. Donc pas de musicien en particulier. J'ai lu quand même à la fin de votre livre que vous aimeriez bien jouer du Bach dans une chapelle éclairée à la bougie. Exactement. Ça, c'est mon prochain projet, qui est encore un peu secret, mais en effet, j'en parle dans le livre. Vous en parlez, oui. Et j'en parle très, très volontiers avec vous.
En effet, comme je disais, j'aime les contrastes. Mon dernier disque était très actuel, voire futuriste, avec tous ces effets, avec des musiques, disons, populaires, fédératrices. Et là, ce qui me plaît, l'envie que j'ai, c'est au contraire de proposer comme un voyage intérieur autour de la musique de Jean-Sébastien Bach, qui est peut-être le compositeur le plus fabuleux de l'histoire de l'humanité. Et voilà, et depuis quelques semaines, chaque matin, je reprends ces partitions avec ma guitare, et c'est bouleversant, ça rend presque fou tellement que c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et donc j'ai cette image de, là encore, c'est arrivé un peu comme un flash, comme les idées que je peux avoir. Je me voyais tout à fait enregistrer ces pièces de Jean-Sébastien Bach dans une chapelle, la nuit, éclairée à la bougie, en Dordogne. Je vais voir si ça se fera, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai, et les semaines passent et elle me plaît de plus en plus. On va suivre ça. En attendant, vous parliez de voyage intérieur. C'est ce que je vous propose dans Lumière intérieure. Je vais m'éclipser. Vous allez rester là et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. À tout de suite, Thibaut. Avec plaisir. Thibaut, est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien. Seul en scène. Vous aimez bien être seul? Ouais, en tout cas en scène, oui. C'est ce que j'aime par-dessus tout, ouais. Ça tombe bien. Notre premier mot, c'est jeu, mais avec un U. Ah, le jeu, c'est... ma vie est un peu un jeu, finalement. J'ai grandi en jouant, mais dans le sens vraiment jeu avec la guitare, avec ces challenges, ces défis enfants que pouvait me donner mon père, qui faisaient que le travail quotidien était toujours très amusant. Et puis ensuite, adolescent, ces concours de guitare auxquels j'ai participé un peu partout, c'était comme un grand jeu avec des règles plus élaborées. C'était du jeu de haut niveau de guitare. Un peu comme des tournois de tennis, des Wimbledon et des Roland-Garros, avec toujours un peu les meilleurs. Et là encore, j'ai vécu cette période, ces 7-8 années, avec légèreté, grâce à mon approche de voir tout ça comme un jeu, comme un grand amusement. Et puis ensuite, les concerts au bout du monde, et puis cette envie de jouer pour tout le monde. Et mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est que tout est un jeu. C'est jouer pas contre les autres, mais avec, même si parfois on veut gagner. J'ai cette envie de gagner, surtout ado, c'était très fort en moi. Mais c'était toujours avec un côté très respectueux et jouer avec. Et jouer à la vie, ça aussi ma mère m'a offert cette vision un peu douce de la vie. Rien n'est grave, tout se règle, tout est amusant. Quand il a pu m'arriver des expériences moins heureuses, j'ai pu aussi les vivre avec plus de facilité grâce à tout ça. Des moments, par exemple, à l'hôpital où j'attendais des résultats. Et là aussi, comme quand j'étais enfant, je notais mes heures de travail ou mon planning de répétition. Là, c'était pareil. C'était avec mes résultats de prise de sang, des choses comme ça. Et tout était assez drôle, des challenges tout le temps. Ouais, le jeu me plaît beaucoup, beaucoup. Là, vous parliez de votre séjour à l'hôpital, je crois, pendant 3 mois. Vous écrivez dans votre livre « Jouer, c'était pour me soigner ». Oui. Oui, même les moments les plus là où j'étais le plus en détresse. Pendant ces 3 mois d'hôpital, il était question que je meure. Et c'est très particulier, bien sûr. On sait tous qu'on peut mourir à tout moment, mais quand on caresse la mort presque, quand on est très proche, c'est là aussi où on se sent peut-être le plus vivant. Et c'est des moments d'une intensité absolue, c'est extraordinaire, dans le sens pas ordinaire. C'est fabuleux aussi. C'est vraiment ces 3 mois ont été beaux d'une certaine manière, même si j'étais dans un hôpital qui peut paraître triste, glauque et
c'était une des expériences les plus belles que j'ai vécues paradoxalement, et très humaine, très vivante. Et là encore, le jeu était là, et je pouvais rigoler et m'amuser de ça, même si c'était peut-être dramatique. Ça vous a beaucoup changé, cette expérience? Vous parlez de grâce dans votre livre. Ça m'a conforté dans justement mon état d'esprit de légèreté, de m'amuser tout le temps, de ne rien prendre au sérieux finalement, même si on peut faire les choses sérieusement. Et ça m'a aussi invité à ne pas faire attention. Je suis effrayé par faire attention. Quand j'appelle mes parents, souvent en raccrochant, mon père me dit « fais attention », ma mère me dit « fais attention ». J'aime pas du tout cette notion. Je prends jamais d'assurance. Je fais pas n'importe quoi, bien sûr, mais je ne fais pas attention. Je crois que c'est dangereux de faire attention. Et par rapport à la grâce, c'est des moments qu'on peut vivre. Ça a pu être le cas à l'hôpital, donc dans un état triste, apparent, et de détresse. Mais ça peut aussi être une grâce joyeuse, et c'est ce que je cherche en scène. C'est ça ma quête. Mes concerts maintenant, c'est essayer de vivre cet état de grâce en communion avec les gens dans les salles. On va passer au deuxième mot. Vous disiez, c'est dangereux de faire attention. C'est dangereux aussi parfois de ne pas faire attention. Voici le deuxième mot, rebelle. Je pense pas vraiment être rebelle. Je pense plutôt mépriser les règles. Je m'en fixe énormément. J'ai grandi avec des règles très strictes de guitariste que je me fixais avec une organisation totale, un côté presque militaire ou monacal, avec un dévouement total et une réflexion intense pour essayer d'être le plus productif possible et de ne jamais perdre de temps, d'essayer d'en gagner le plus possible pour être toujours plus performant et pour accomplir mon rêve d'ado d'être le meilleur guitariste du monde. Les ados souvent, parfois, veulent conquérir le monde. Moi, c'était avec la guitare et donc je mettais toute ma force pour y arriver. Donc suivre mes règles et une discipline de fer, j'ai aucun problème. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les règles qu'on m'impose. Je ne crois pas que les règles puissent être universelles et de fait, ça me dérange quand on m'oblige à suivre quelque chose. Et donc, je pourrais être rebelle, mais je me pose pas contre. C'est juste que parfois, elles me correspondent, donc pas de problème. D'autres fois, elles ne me dérangent pas, donc il est plus confortable de les suivre. Et en revanche, si elles me dérangent, là, je n'ai aucun mal à ne pas les suivre. Mais je pense que le rebelle est plutôt celui qui, de toute façon, est contre. Moi, je ne suis pas de toute façon contre. J'essaye d'être libre et de ne pas être handicapé par des règles qu'on m'imposerait. Oui, il faut des limites quand même. Quand vous parlez des consignes, où vous avez quand même parfois du mal à les respecter, c'est le cas des feux rouges notamment, qui vous arrivent de griller. Et puis ne parlons même pas des excès que vous avez pu avoir quand même. Oui. Il y a eu beaucoup de contraintes, de règles, de discipline d'un côté dans votre travail, mais beaucoup d'excès de fêtes et même de drogue de l'autre. Tout à fait. Je suis assez excessif. Je suis effrayé par le fade. En grandissant, j'apprends à aimer
la modération et le raffinement. Peut-être que c'est ça le raffinement. Mais c'est vrai que je veux toujours que ce soit excessif, que ce soit savoureux, que ce soit explosif. Et donc, comme par exemple avec les disques encore, je fais un disque avec des pédales d'effet de guitare électrique dans des studios futuristes parisiens, et le disque suivant sera dans une chapelle en Dordogne avec des bougies en jouant Bach. J'aime ça, ces contrastes-là saisissants. Et dans la vie, mon quotidien est un peu comme ça, c'est vrai. Et en effet, j'ai pu en être victime. Après avoir passé une dizaine d'années à ne vivre que guitare, à ne parler que guitare, à être coupé du monde, je l'ai ensuite découvert et à 100 à l'heure. C'était décuplé, je faisais des tournées aux quatre coins du monde, j'étais dans des beaux hôtels, dans des grandes villes, toujours émerveillé de tout. Et puis je commençais à accepter de goûter les choses qu'on m'offrait et me dire que la curiosité d'autres choses n'était pas une perte de temps pour la guitare, au contraire. Et donc j'ai commencé à aimer goûter les plats, puis le vin. J'ai bu mon premier verre d'alcool, j'avais 25 ans. C'est pas commun pour un Bordelais. Et ensuite, quand j'ai accepté de pouvoir boire du vin et donc de l'alcool, j'ai pu goûter les alcools de toutes les spécialités, le saké japonais, le soju coréen, la caipirinha brésilienne, etc., etc. Et puis ensuite, je me suis autorisé à goûter d'autres choses. Et puis livrer ses dents. Livrer ses dents, mais pas forcément. C'était plutôt la curiosité de tout. Et puis me trouver dans des fêtes incroyables, parce que c'est vrai que je passais de mes petits appartements dans le bord du périph' à Paris à faire 10 heures de guitare par jour. Et puis là, j'étais dans des lieux somptueux, complètement délirants, avec des gens fantasques, dans les plus belles villes du monde. C'était extraordinaire. Et donc là, je voulais tout goûter, je voulais tout vivre. Et dans ces fêtes-là, la cocaïne était très présente. Et comme je ne m'interdisais plus rien et que j'étais curieux de tout, j'ai commencé à goûter et à réaliser qu'au départ, finalement, ça ne faisait pas grand-chose. Ça stimulait un peu la discussion, ça éveillait un peu, mais ce n'était pas du tout extraordinaire. C'était sympa. Et puis j'étais entouré de jolies filles qui m'invitaient également à en prendre. Donc tout ça c'était un tout plus que le produit. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à découvrir l'effet du produit. Et puis, comme j'aime bien faire les choses, j'ai un côté un peu quand je plonge à 100% dans ce que je fais. Et donc, du coup, j'ai commencé à vouloir vivre l'effet et le stimuler, et qu'il soit le plus fort possible. Et alors, on commence à se dire que c'est moins intéressant d'être dans une fête parce que la musique ne nous plaît pas, donc on veut choisir la musique, puis ensuite on veut choisir la compagnie, puis on veut choisir la lumière, pour pouvoir toujours que tout soit autour du produit et que l'effet soit le plus fort possible. Et puis ensuite on se rend compte que finalement, là où c'est le mieux, c'est avec juste 2 amis, puis un ami. Puis finalement, là où on contrôle le plus de choses, c'est tout seul. Et là, l'effet est fabuleux. On contrôle tout. On contrôle pile la lumière qu'on veut. On contrôle pile la musique, l'heure qu'on veut. On contrôle ce qu'on a mangé avant. Tout est parfait. On est sur ce tremplin, sur cet aéroport fabuleux pour vivre l'effet. Et là, l'effet est extraordinaire pour le coup. Là, il y a un côté fabuleux. Sauf que quand on en arrive là, le problème est total et on ne peut plus revenir en arrière. Et malgré ma discipline et la grande confiance en moi que j'avais, je la perds parce que là, on est addict et la cocaïne fait partie presque du quotidien et c'est un vrai problème. Et là, pour en sortir, c'est affreux. C'est affreux, c'est très long. Et j'ai recommencé à faire 10 heures de guitare par jour, à ne penser plus qu'à ça, à ne plus voir personne. Et ça m'a pris des mois et ça a marché. Mais ça a été aussi terrible que ça a été fabuleux. Encore une fois, la guitare vous a soigné et vous a sauvé. On passe au 4e mot, et c'est vague. Ah,
l'une de mes passions est le surf. Comme beaucoup de petits Bordelais, j'ai grandi à côté de l'océan et l'océan faisait partie de ma vie. J'ai découvert le surf à dos et puis j'ai tout de suite vu le potentiel addictif que ça avait et du coup je m'en suis écarté très fortement pour pouvoir ne pas être détourné de la guitare et de ma mission d'être le plus grand guitariste du monde. Et puis ensuite, en tournée au Brésil, je me suis arrêté 3 jours sur une petite île qui s'appelle Florianopolis, qui est sublime. Et là, tout le monde surfe, de 7 ans à 77 ans, tout le monde surfe du matin au soir. C'est assez magique. Et hasard de la vie, je me trouve là avec un break dans la tournée de 3 jours, et donc je ne peux pas faire autrement que retourner surfer. Et là, ce qui devait arriver arriva, j'ai tout de suite été à nouveau happé par la passion. Et depuis, il ne se passe pas un mois sans que je ne surfe. C'est absolument incroyable, c'est des sensations fabuleuses, on oublie tout, c'est assez magique. Quand on entre dans l'eau, on peut avoir appris quelques minutes avant une nouvelle formidable ou très triste, on l'oublie instantanément, on ne pense plus qu'à l'océan, qu'à la vague, qu'à être dans une forme de balai, et de dompter l'indomptable, même si c'est effectivement vraiment indomptable, mais il y a cette illusion de faire corps avec l'élément, c'est complètement extraordinaire. Et il y a aussi le voyage qui est très important dans ma vie. Le surf invite à voyager. Quand on commence à bien surfer, on veut goûter toutes les vagues du monde. Elles sont toutes différentes, que ce soit à Bali, au Maroc, au Brésil, en Californie, sur la côte basque. Trouver les meilleurs spots. Ouais, les meilleurs spots. C'est à Lacanau que vous avez appris à surfer. Votre école de surf, c'était la Magic Surf School. Et c'est d'ailleurs votre tournée Magic Tour qui est inspirée de cette école de surf. C'est ça ? C'est un de mes grands amis. Il s'appelle Adrien Valero. Il est un des plus grands surfeurs français. Il était compétiteur aussi. On a beaucoup de points communs, alors qu'on est dans des mondes qui peuvent paraître très différents. En fait, on se ressemble beaucoup. Lui était jeune compétiteur de surf. Et il y a quelque temps, il a arrêté la compétition, il a créé son école de surf, qui s'appelle donc Magic Surf School. J'ai énormément surfé avec lui, j'ai beaucoup voyagé avec lui. Il m'a presque tout appris en surf, ainsi que ses amis qui l'entourent, qui sont aujourd'hui mes amis. C'est quelqu'un que j'adore. Et c'est vrai que pour lui rendre hommage, et puis pour rendre hommage à ma passion du surf, j'ai repris le titre de son école, Magic Surf School, pour créer mon Magic Tour et puis aussi ma société de production personnelle qui s'appelle Magic Note. Et voilà, et le Magic Tour, l'idée était de jouer que dans des lieux magiques du monde. Ça a commencé à la Tour Eiffel, puis ensuite j'ai joué à la Cité Interdite de Pékin, j'ai joué à la Palmeraie de Marrakech, la cité au Palais de la Paix de La Haye, dans des temples en ruine en Amérique du Sud, que des lieux complètement fabuleux qui ont une âme étonnante et qui une symbolique très forte. Et quand on se trouve à donner un concert ici, il y a quelque chose d'un peu magique qui se crée. Le surf, c'est une question d'équilibre. La vague, il y a des hauts et des bas, ça monte et ça descend. Vous n'avez pas peur d'être monté trop vite, trop haut ? Oh non. Comme je disais tout à l'heure, je n'aime pas faire attention et j'aime pas prévoir des problèmes qui peuvent se passer. J'accueille plutôt les bonnes nouvelles, les cadeaux de la vie. Et en effet, j'ai eu cette chance fabuleuse d'en avoir beaucoup. Mais j'espère en avoir encore beaucoup. J'espère pouvoir encore donner des milliers de concerts. Je suis plutôt optimiste. Mes parents sont très optimistes. Mon père, parfois, trop, c'est presque agaçant. Je pourrais lui dire que je me suis cassé la main gauche, et il me dirait, c'est pas grave, tu pourras travailler la main droite encore plus, tu joueras mieux après. Quoi que je lui annonce comme nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle. Et c'est agaçant, parfois, mais malgré tout, j'ai aussi hérité de ça, malgré moi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout va toujours aller mieux et que tout est toujours heureux et qu'il n'y aura jamais de problème. Vous avez d'ailleurs un parcours assez béni. Vous êtes né sous une bonne étoile. Votre père est catholique, pratiquant.
Oui. Vous-même, je crois que vous priez quand vous étiez petit. Vous priez fort Dieu que vous puissiez jouer le mieux possible, être un grand guitariste. Et finalement, vous avez été exaucé. C'est vrai. Euh, ouais, mon père est très croyant, catholique. Son grand-père, son père, mon grand-père, elle était, et lui était très pratiquant. Mon père l'est un peu moins, mais quand même. Moi, j'ai été élevé dans ce monde. Je suis baptisé, j'ai ma communion. Et en effet, enfant, je faisais ma prière tous les soirs, puis ado aussi. Et puis, quand je passais tous ces concours de guitare, entre 12 ans et 20 ans, tous les soirs, je faisais ma prière. Et puis, je demandais qu'on m'aide pour gagner, pour bien jouer. Puis mes premiers concerts, pareil, pour que le moment soit le plus beau possible, pour que je ne fasse pas d'erreur, que je sois inspiré. Et puis j'ai arrêté. Et puis, je n'ai plus cru. Peut-être les voyages aussi et mon... Plus cru alors que vous aviez été exaucé. Des prières pour recevoir en plus. Ouais. Pas forcément les plus nobles. Tout à fait. Et après, j'ai même fait des tests pour être parfaitement honnête. C'est-à-dire, parce qu'au début, donc, ça marchait, donc tout fonctionnait bien. Et puis après, j'avais des concerts. C'est la première fois que je raconte ça. Après, il y avait des premiers concerts où je disais, bon là, je vais essayer de ne pas prier pour voir si ça se passe bien ou mal. Puis ça se passait bien. Et puis après, j'ai essayé plusieurs, et puis j'ai arrêté. Et puis ensuite, j'ai été, avec les voyages, j'ai été confronté à d'autres religions et j'ai été confronté à une certaine subjectivité ou une certaine... il se trouve, enfin, si j'étais né en Algérie, j'aurais pas prié le même Dieu. Si j'étais né en Asie non plus. Et du coup, j'ai commencé en voyageant, en voyant toutes ces autres religions, toutes ces autres spiritualités, états d'esprit, convictions, détermination. Et c'était très intense. Je passais 3 jours en Algérie, je prenais un avion, et puis quelques heures après, j'étais au Sri Lanka, et puis c'était pas du tout pareil. Et puis quelques jours après, je monte dans un avion, je prends un nouveau voyage, et je me trouve là en Russie, et c'est encore différent. Et puis j'ai joué à Jérusalem aussi, là c'est encore plus décuplé, c'est l'histoire de quelques mètres seulement dans la même ville. Et du coup, ça m'a troublé. Et puis ensuite, j'ai un côté très rêveur, très spirituel peut-être, je crois même. Mais en même temps, je suis aussi très cartésien, très pragmatique. Et en quête de réalité, de vérité, enfin oui, de choses qu'on peut prouver. C'est un peu terre à terre, mais là, je suis incohérent peut-être. Non, on vous suit. Et d'ailleurs, le dernier mot, c'est le mot, vous en parliez, voyage. La boucle est bouclée puisqu'on parlait de voyage intérieur. On peut en parler aussi. Mais vous êtes un grand voyageur. Oui. Le voyage, je trouve ça complètement extraordinaire. Ce qui me plaît, c'est presque plus l'état de voyage que la destination. Ce qui me plaît, c'est ce sentiment quand on est en voyage d'être surtout seul, d'être vulnérable. Nos certitudes sont constamment bouleversées. On est vulnérable, ouvert, curieux, sans certitude, voilà. Et ça me plaît beaucoup. Et vraiment, cet état de voyage est rare. Je le trouve, à l'époque, quand j'ai vécu comme ça pendant 15 années,
je trouvais fabuleux l'idée de ne faire que des allées simples. Je partais, mettons, de Paris, j'allais à Tokyo, où je passais une semaine, puis ensuite j'allais à Séoul, où je passais 4 jours, puis à Jakarta, puis à New York, à Rio. Et c'était toujours des allées simples, c'était jamais un Paris-Bombay aller-retour. Et ça, je trouve ça... il y a un côté, justement, mystique un peu. Il y a un côté où on se perd pour peut-être se trouver aussi. Mais voilà. Et le fait d'être seul, même si j'étais toujours très entouré, quand j'arrive dans une ville, il y a toute une équipe qui m'accueille, je rencontre énormément de monde. On fait d'ailleurs attention à moi, pour en revenir à ce mot, même si moi je fais l'inverse. Enfin, je ne fais pas l'inverse, mais je ne m'en intéresse pas. En même temps, sur ce voyage-là, je suis seul. Quand on me repose à l'aéroport, dans l'avion, je suis tout seul. Et là, à nouveau, j'arrive dans une nouvelle ville et une nouvelle petite vie commence de 48 heures, de rencontres, d'intensité, de projets. Et puis, hop, je suis à nouveau seul dans l'avion pour la prochaine ville. Et cet état, voilà, de mouvement, de vulnérabilité et de voir l'ailleurs, autre chose, je trouve ça extraordinaire. J'ai lu que votre pays préféré était le Maroc. Peut-être. Oui. J'ai beaucoup de mal avec la notion de préféré, là encore. Finalement, quand on me demande ma couleur préférée, mon plat préféré, ou en effet mon pays préféré, j'ai du mal parce que comme dans le voyage, ce qui me plaît, c'est le changement. Comme dans la musique, ce qui me plaît, c'est de pouvoir passer de Kavinsky à Bach. Et avec les pays, c'est la même chose. Mais il est vrai que le Maroc est le pays où je suis allé le plus, en dehors de la France. Et c'est un pays qui me plaît presque pour tout, voire pour tout, pour les vagues de surf, pour les gens, pour les paysages très diversifiés, d'une poésie unique, pour la cuisine, pour l'histoire, pour l'art de vivre. C'est savoureux. J'adore le Maroc. Et pour la ville, je crois que c'est Hong Kong. J'en parle souvent parce que ça a été... Vous avez été plus impressionné que New York, parce que c'était après New York. Ouais, j'ai été plus impressionné ado la première fois que je suis allé à Hong Kong que par New York quelques mois après. J'ai ce souvenir, j'avais 17 ans je crois, de sortir du métro et d'être là sous ces gratte-ciel qui, le mot avait vraiment son sens. C'était même plus que gratte-ciel, c'était au-delà du ciel, c'était incroyable. Et puis cette intensité, cette énergie, ça m'a vraiment choqué positivement. Et quelques mois après, je suis allé à New York. Et bien sûr, ça m'a plu. Et New York, j'adore New York. J'ai découvert ensuite les autres points fabuleux de New York. Mais le flash de sortie du métro était beaucoup plus fort à Hong Kong qu'à New York pour moi. Et comme on parle de voyage, on pense aussi au dernier voyage. Vous y pensez ? Non. J'y pense pas. Quand j'étais dans cet hôpital pendant 3 mois, où j'avais mes valises faites pour ce dernier voyage, et où j'avais plus de chances d'y partir que de rester là, même là, je ne pouvais pas le concevoir, je ne pouvais pas l'entendre, c'était impossible. Je posais 10 fois la même question au médecin, il me répondait 10 fois la même réponse, mais je ne pouvais pas l'entendre, c'était comme impossible. Et encore maintenant, j'ai ça. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que je vois que les choses plutôt heureuses. J'ai l'impression que l'avenir ne peut être que plus beau, toujours plus beau, même si on a l'impression que c'est le maximum, ça peut toujours être encore plus. Et aussi, quand je regarde en arrière, mes amis, souvent en rigolant, me disent que c'est étonnant que je me souviens que des belles choses, des bons souvenirs. Quand je raconte, on me pose une question sur quoi que ce soit que j'ai pu vivre. Et bizarrement, je ne me rappelle que des choses positives. Donc du coup, j'ai que des bons souvenirs et j'ai une vision
plutôt heureuse de l'avenir. Et donc, du coup, je pourrais penser que je vais vivre encore 200 ans et puis donner encore des milliers et des milliers de concerts, voir des nouveaux pays, des nouvelles terres, rencontrer des nouvelles personnes. J'ai du mal à me dire qu'il y aura une fin. Et c'est vrai que j'y pense pas. J'y pense pas, ouais. Mais il y a des états qui sont proches de la transe presque, que je vis en concert, et où là il y a un sentiment quand en plus seul en scène, c'est là où la plupart des concerts que je donne sont seuls en scène, tout seul en tête à tête avec le public, à nu. Je trouve ça bouleversant. Il y a presque un côté chamanique, le mot est fort, mais mystique. Il y a une forme de communion absolue. Et quand ces concerts-là, parfois, il y a des moments de grâce, donc, et qui sont une potion magique, qui sont bien sûr le fait que je joue bien ce soir-là, mais aussi le public est réceptif, l'acoustique du lieu, l'état, l'envie commune de tous les gens qui sont là et de moi de rêver ensemble. Et là, il y a un état presque d'éternel. Il y a quelque chose où comme si le temps s'arrête, comme si on touchait l'éternel. Et ce sentiment-là, je l'ai en scène et dans les vagues. Quand je prends une belle vague, ça dure que quelques secondes, mais c'est un flash d'éternité complètement fabuleux. Vous savez qu'Éric Serra, qui a été notre invité, disait un petit peu la même chose sur cette communion avec son public en scène et ce que vous ressentez, cette transe quasi chamanique, ces moments d'éternité. Vous le connaissez bien, Éric Serra. Vous auriez aimé composer le Grand Bleu à sa place, la musique du Grand Bleu. J'aurais adoré composer le Grand Bleu. Je suis très admiratif de la musique d'Éric Serra et amoureux. Une musique de trance un peu. Oui, tout à fait. Il y a un côté très, très intense, très spirituel, très voyage intérieur, justement. Et j'aime ces musiques-là, la sienne et les autres qui sont dans cet élan de musique qui invite à aller ailleurs. Et souvent, c'est quand il n'y a pas de mots. Pour en revenir à votre question du début de notre rencontre, le fait qu'il y ait des mots renvoie à une réalité, quelque chose de... Bien sûr, c'est un sujet à interprétation, mais malgré tout, alors qu'une musique sans mots, donc qui n'est pas une chanson ni du rap, par exemple, juste une musique instrumentale, elle a cette force unique de pouvoir inviter ailleurs avec une liberté totale et où chaque auditeur, et c'est ça aussi ma quête très forte dans mes concerts et même dans mes disques, mais dans mes concerts surtout, j'ai vraiment ce souhait que chacune des personnes assises dans la salle soit active, soit artiste, soit le réalisateur de son propre film dans sa tête ou l'écrivain de son propre roman, guidé par mes notes et par l'instant qu'on vit ensemble, mais que les gens qui soient assis là ne soient pas passifs, que chacun des spectateurs est clairement actif, auteur, compositeur, dans sa tête, dans ses rêves, et c'est un duo. C'est pour ça que je suis vraiment très attaché à être seul en scène. Parce que quand on joue avec d'autres, il y a une complicité tellement forte quand on joue en duo, en trio, en quartet et autres, que le public est spectateur, que le public est en dehors. Comme s'il y a deux meilleurs amis qui ont des liens d'humour, de blagues, des références et qui se retrouvent à un dîner avec d'autres personnes qui sont un petit peu... qui ne participent pas à 100% du moment qu'ils vivent ensemble. Moi, ce que je cherche, c'est l'authenticité, l'intimité absolue. Et en scène, du coup, quand je suis seul, la communion, le duo, il est avec chacun des spectateurs. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de complicité autre. La complicité, c'est nous ensemble, maintenant. Et c'est cette magie-là que je trouve la plus forte. Même si jouer avec orchestre, c'est fabuleux, il y a
c'est très fort aussi, mais jouer avec un duettiste ou un trio avec des gens qu'on aime, c'est très beau aussi. Mais ça n'a pas cette magie, cette force absolue il n'y a pas de mots. C'est magique, c'est la grâce, c'est éternel, c'est fabuleux. Vraiment, je ne trouve pas les mots. Et certains concerts touchent ça, et c'est bouleversant, c'est éternel, c'est infini, c'est le sens de toute ma vie et même presque le sens de l'humanité. Enfin, ça va bien plus loin. Et puis ça paraît fou tout ce que je vais dire là, mais c'est bien réel, ouais, quand on le vit dans ces salles de concert. Vous dites en effet, chaque spectateur est comme un ami quand je joue. Cette proximité Oui. avec chacun, Oui. cette communion. Merci Thibaut Covin pour ce joli partage. Je vais revenir auprès de vous. À tout de suite. À tout de suite, merci à vous. Alors, Thibaut Covin, est-ce que c'est un exercice qui vous a plu? Énormément. Oui. C'est rare, c'est précieux, c'est même unique. D'avoir du temps. Non seulement d'avoir du temps, mais en plus de parler de choses aussi intimes et aussi belles et aussi importantes, même plus qu'importantes, essentielles. Ça m'a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un mot qui vous a particulièrement touché? Là encore, comme je ne peux pas choisir ma couleur préférée, ou comme dans le voyage, ce qui me plaît, c'est l'état de voyage. Là aussi, ce qui m'a plu, c'est le voyage dans ce moment qu'on a vécu. C'est les différents sujets qu'on a traités, là où vous m'avez amené. Mais je ne peux pas choisir un mot, non. J'aime le discours. L'ensemble. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour à ce vous. voyage intérieur, cette lumière intérieure Merci à vous. qui nous a éclairés. Je rappelle le titre de votre livre, votre autobiographie, donc À corps et à cœur, voilà, aux éditions du Rocher, qu'on peut trouver. Et puis bientôt sur scène. Toujours. Quelques dates Un peu partout en France. Normalement, je vais aux quatre coins du monde, mais le contexte fait que je vais aux quatre coins de France cette année. Et j'en suis très, très heureux. Et donc, toutes mes dates sont sur mon site internet. Et il y en a des dizaines un peu partout. D'accord. À vous écouter, donc, sur scène, partout. Merci beaucoup encore, Thibaut Covin. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur ktotv.com.